c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. On va commencer dans 1 minute 30 secondes. Salut Marie. Bonjour tout le Salut, monde. salut partenaire. Alors, bienvenue, bienvenue. Je vous invite pour nos participants à bien couper vos micros et couper vos caméras, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti, il est 9h30. Bienvenue à tous sur ce webinaire de YCube et en privé. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Mohamed Kouitir, cofondateur de YCube et notre advisor du jour, notre super advisor du jour est Maël Kavravaka. Je vous propose de bien couper vos micros et couper vos caméras pour qu'on ait un maximum de flux. On démarre maintenant. Ma partenaire est avec moi, Marie. Salut, ma cofondatrice. Je te vois, c'est génial. Hop, je te donne la parole, Maël, on y va. On lance la présentation. Merci à tous pour votre participation. C'est à toi, Maël. Génial, on va pouvoir démarrer du coup ce live où on va évidemment parler de l'impact en 2021 et on va faire se rencontrer les entrepreneurs et les investisseurs. On va voir de quoi il en retourne. Donc, hop. Pour me présenter rapidement, je suis Maëlle Kavravaka, je dirige le cabinet En Privé. C'est mon cabinet que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an. Je fais du conseil en gestion privée et en investissement responsable. Je le précise parce que c'est vraiment un parti pris que j'ai fait dès le départ à l'origine quand j'ai créé mon cabinet. J'ai envie vraiment de mettre en avant l'investissement responsable et l'intentionnalité qu'on peut avoir dans sa démarche d'investisseur. Et donc, voilà, je conseille des particuliers, des entreprises et je leur délivre du conseil de conviction, ce que j'appelle le conseil for good, c'est-à-dire un conseil vraiment tourné vers le bien commun, vers l'intérêt général et évidemment les intérêts patrimoniaux de mes clients, mais toujours avec cette conscience que l'argent a un impact et qu'on a réellement ce pouvoir de décider quelle orientation on lui donne. Voilà. Je vais me présenter rapidement aussi. Bonjour à tous, donc je suis Mohamed Kouitir, je suis le cofondateur avec Marie Cassette qui est avec nous. Marie, si tu peux rallumer ta caméra, qu'on puisse t'identifier, de YCube et de My Sensei Coach. Alors aujourd'hui, c'est YCube qui organise ce super webinaire avec Maël, que je remercie infiniment d'être disponible parce que je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment avec ce début d'année hyper chargé. Rapidement, pour vous dire qu'est-ce que c'est YCube, c'est un écosystème d'accompagnement connecté, holistique. Notre objectif est d'accompagner des startups en se basant sur 3 points, l'humain, le projet et la performance systémique de tout ça ensemble. On aura l'occasion d'échanger à la fin, et je voudrais vous demander de ne pas hésiter pour les habitués, ça ils ont je le rappelle pour les nouveaux, de ne pas hésiter à interagir sur le chat. On va vous solliciter pendant la présentation. Les temps de sollicitation seront très courts, donc n'hésitez pas à être hyper actif sur le chat avec Marie et moi-même. On va pouvoir remonter les infos à Maël. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, des interventions, des interrogations, des opinions, c'est ouvert. La parole est à Maël. Effectivement, c'est un espace d'échange qu'on va créer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous dire ce que vous en pensez. Donc, la présentation, elle va se découper en plusieurs parties. On va d'abord parler de l'investissement à impact et savoir voilà, quelle est la définition, les idées reçues que vous pouvez avoir, les préoccupations des investisseurs et que signifie voilà, l'investissement responsable de manière générale. On va voir les enjeux qu'il y a derrière, les pratiques de l'investisseur à impact et les nouveaux acteurs engagés qu'on va vous présenter. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. L'objectif en fait de ce live, c'est donc de maîtriser ce concept d'investissement à impact, de connaître les objectifs et les besoins de l'investisseur, comprendre les enjeux de l'investissement quand on choisit d'investir dans une start-up, une PME non cotée,
Et puis, évidemment, aller sur le chemin de l'impact et devenir soi-même un investisseur à impact. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'investissement à impact? Donc, c'est parti là pour le moment d'échange. J'aimerais recueillir auprès de vous votre sentiment sur l'investissement à impact. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'investissement à impact? Je vous laisse Prendre quelques une quinzaine de secondes, 15-20 secondes. voilà. N'hésitez pas à partager vos idées. Qu'est-ce que c'est pour vous l'investissement à impact? Vous pouvez aussi répondre à qu'est-ce que l'investissement et qu'est-ce que l'impact? C'est vrai. Effectivement, on peut décortiquer les 2 mots, ouais. Alors, Alors, est-ce qu'il y a des choses investissement égale argent ou temps? ouais, intéressant ça. Investissement égale argent ou temps? Je te propose qu'on commente au fur et à mesure de l'arrivée des réponses. Ouais, Alors, même Charlotte nous dit, c'est en fait, c'est les 2. C'est même plus juste l'un ou l'autre, c'est les 2 en même temps. L'investissement, c'est de l'argent et du temps. oui, souvent d'ailleurs l'argent est lié au temps et en fait, c'est même, j'irais même plus loin. Moi, je trouve que c'est même, argent, temps et énergie. Voilà, c'est une énergie, à la fois dans l'argent et dans le temps. Et effectivement, l'investissement, c'est tout ça en même temps, ouais. Salut Mathieu, merci pour ta réponse. Un retour sur la valeur, il dit. Mmh. L'investissement à l'impact, c'est un retour sur la valeur. Donc il y a des attentes, Tu as Lucas qui te dit: «Investir, c'est placer son argent et son temps dans quelque chose qui prendra ou perdra de la valeur». Ah Lucas, il a des notions de risque dans sa réponse. exactement, ouais, effectivement. Bienvenue cher Lucas. Bienvenue Inès aussi, merci pour ta réponse. Participer financièrement pour un objectif, alors je vais le lire comme ça, objectif bien social. OK. Encore une petite réponse? Ah, Peut-être avec un petit peu plus avec, l'impact parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses sur l'investissement, mais l'association des 2, qu'est-ce que c'est l'impact pour vous? c'est l'impact. Tu peux déjà démarrer un petit feedback sur les réponses que tu as, pour qu'on puisse, avancer. Qu'est-ce que tu Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur le mot investissement, hein, je trouve. ouais. Bah, On a après, beau c'est vrai que c'est une notion qui est nouvelle, hein. L'investissement impact, en fait, intégrer l'impact dans sa démarche d'investisseur, c'est récent et à la fois pas tellement parce que, c'est des pratiques quand même qui remontent, depuis plusieurs, décennies. Mais en tout cas, ça se démocratise de plus en plus. On a envie d'y mettre beaucoup plus de conscience. Donc si je dois apporter une réponse sur l'investissement impact, eh bien alors tu as l'impact égale l'utilité, impact social plus environnemental plus sociétal, tu génial. as l'utilité sociale, ça y est, ça démarre. Tu vu? Merci, bienvenue à tous, merci pour votre participation. Nous sommes déjà une vingtaine, et le quart d'heure parisien n'est pas encore passé. Produire de l'effet par exemple un changement systémique, Trop bien, l'investissement, développement durable. Lydia. super. Bienvenue chère Lydia, bienvenue Zacharia. Merci à tous ceux qui participent avec nous, c'est un temps où on échange. Même si on le fait sur le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous et même lorsqu'on ne vous propose pas de questions, n'hésitez pas à vous nous en poser pour que ce soit plus clair. C'est Je te clair. laisse la parole ma chère amie. Alors là, c'est génial parce que vraiment, ça m'inspire beaucoup ce qui vient d'être dit et notamment le changement systémique. En fait, c'est effectivement ça, l'impact, c'est vouloir changer la donne. C'est-à-dire qu'on va venir bousculer le statu quo. On a un contexte et on a envie eh bien, de l'orienter vers des choses plus durables. Et donc, c'est ce que je vous ai mis en fait, hein. Avoir de l'impact, ça implique de valider un modèle pérenne et de financer à la fois le développement économique d'une entreprise et aussi d'atteindre un équilibre social et environnemental. Donc, c'est vraiment intégrer cette dimension sociale et environnementale à la dimension financière. Et donc, je vais effectivement attendre un retour sur investissement. J'ai bien cette démarche-là, hein, de gain et de risque, mais aussi en ayant conscience qu'il y a cette approche plus holistique, hein, avec cette dimension sociale et environnementale. Et donc, se rendre compte qu'on a bien de l'impact avec son argent quand on investit dans une société. Alors Lydia pose une question. Essayez de faire juste des questions un peu plus complètes parce que tu parles de notion ESS, Lydia. Juste si tu peux m'écrire un petit peu plus d'éléments. Je te laisse continuer, Maël.
Une Ouais, notion ESS, oui, l'impact est lié et il est en lien avec l'économie sociale et solidaire, absolument. exactement. Moi, il y a une chose que je dis régulièrement à mes clients, c'est que, en fait, il faut comprendre pour être engagé. C'est-à-dire que il y a donc déjà cette première intention de vouloir être engagé, mais avant de le faire, il faut vraiment, voilà, comprendre dans quel environnement on se trouve pour justement maximiser cet engagement. Et là, on le voit avec le contexte qui est inédit, avec la crise sanitaire, ça a vraiment réveillé les consciences. La transition écologique et la transition même sociétale, c'est le prochain défi qu'on va devoir relever sur les 10 ou 15 prochaines années. Et donc, trouver un nouveau visage à notre mondialisation en incluant d'humains, plus de vivants et donc plus de conscience. Donc, c'est aussi l'objectif en fait de ce live, c'est vraiment vous sensibiliser sur les alternatives d'investissement qui existent grâce à la finance responsable et donc grâce à l'investissement à impact. Et donc, c'est une manière d'à la fois gérer son argent stratégiquement avec toujours cette approche financière, mais en sachant qu'on peut aussi lui donner toute sa noblesse et lui permettre d'être dans un cercle vertueux. Hop. Et donc, du coup, deuxième question, est-ce que vous avez entendu parler de l'investissement responsable rapidement pour avoir un peu une tendance? Est-ce que c'est un concept qui est nouveau ou est-ce que non, vous avez été déjà sensibilisé sur le sujet? Réponse attendue, oui ou non sur le chat. On peut y aller, une déflagration de oui ou de non. De oui. Alors ça commence, on en a 3. Allons-y, allons-y, n'hésitez pas à voter oui ou non, s'il vous plaît. OK, on a 100 de oui. Ah, 1 non sur 5, 2 Ah, non, 3 non. Ah, c'est en train de s'équilibrer. donc c'est C'est 50-50 pour l'instant. d'accord, ok. On peut y aller. Oh, c'est un peu mitigé, ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà quand même il y a déjà des gens qui sont sensibilisés. Et alors justement, moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce que d'une manière générale, sur l'investissement, sur la finance, il peut y avoir des a priori ou des idées reçues. Et donc, j'aimerais recueillir auprès de vous quelles sont vos idées reçues sur l'investissement responsable, hein, spécifiquement, parce que si vous avez été sensibilisé, peut-être que vous avez déjà des idées là-dessus. On entend pas mal de choses. Donc, voilà, dites-nous tout. Quelles sont les idées reçues sur le sujet? Ça me permet, en attendant vos réponses, d'intégrer, l'un des objectifs de cet échange, c'est bien de faire découvrir qu'est-ce que l'investissement impact, qu'est-ce qu'il est réellement et pas juste des rumeurs ou des articles de journaux incomplets. Et donc c'est intéressant pour nous de savoir quelles sont les croyances que vous avez, quelles sont les informations que vous avez dessus, pour pouvoir justement vous apporter des réponses encore plus claires que ce qu'on avait déjà prévu. Exactement ça. Vous êtes acteur de ce webinaire, hein. Merci de participer. On est un petit peu plus d'une vingtaine. Il nous reste 3 minutes pour valider définitivement le nombre de personnes. N'hésitez pas à interagir justement. Quelles sont vos idées reçues sur le chat, s'il vous plaît? Moi, je me suis alors moi je peux pas en avoir parce que du coup, tu sais comme tu le sais pour la petite histoire, moi j'ai siégé au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, donc j'ai beaucoup travaillé sur la loi ESS et la loi Pacte. Donc je peux malheureusement pas partir sur: Ouais, «Attends, je vais te contredire, j'ai des idées reçues». c'est Par ça. contre, ce qu'on entendait régulièrement et j'attends de voir le chat, c'est en fait, on gagne moins d'argent, quand on investit dans l'impact. Ça met beaucoup plus de temps, mais c'est cool parce que ça correspond un peu à mes valeurs, un peu un truc comme ça. Alors tu as Marie qui nous dit: «Des labels, des initiatives existent, mais pas toujours évident de savoir ce qui est vrai et ce qui est marketing». C'est très intéressant ce que tu nous proposes Marie, merci et bienvenue. Zakaria nous propose: «Il ne concerne que les défenseurs du développement durable». Zakaria fait beaucoup le lien entre le développement durable, je crois que c'est la deuxième fois qu'il nous le cite, Ouais. et l'impact. C'est très intéressant. Alors Inès nous dit: «Bien, mais quels sont les vrais critères d'attribution, vrais ou pas?» Sous-entendu, je pense qu'elle faisait le lien avec, est-ce qu'il y a des vrais labels ou est-ce qu'il y en a des marketés? Donc manque de transparence et difficulté pour différencier les labels. Mathieu nous dit: «Merci Mathieu pour ton intervention». Hem, Peut-être encore une réponse? Ou Ouais. je pense que tu vas démarrer et ça va les inspirer à mon avis. Ah non, c'est hyper intéressant parce que c'est effectivement des choses que j'entends moi aussi de la part de mes clients. Il y a quand même il y a des idées reçues et c'est certainement des freins qui font que on n'y va pas encore complètement.
Et alors, déjà, il y a effectivement cette notion de marketing. Le greenwashing, ouais, alors peut-être que voilà, il y a un peu de cosmétique, quoi. C'est-à-dire que l'investissement responsable, on se donne bonne conscience, mais au fond, est-ce qu'on est vraiment dans l'engagement? Alors, c'est vrai il faut faire le tri parce que il y a des labels et je dirais c'est un peu comme quand on va faire ses courses. Hein, il y a des labels, c'est des points de repère, mais c'est pas des à mon sens, ce ne sont pas des, c'est pas une garantie hein, dans l'investissement. Donc, il faut creuser. Ce qui est certain, c'est que euh, l'investissement responsable, c'est déjà une bonne orientation. Il y a des critères qui sont pris en compte. Il y a des contraintes aussi. Hein, voilà, quand on décide d'aller sur cette thématique-là, il y a des contraintes à respecter. On va le voir un petit peu plus loin. Mais il faut faire le tri. Il y a plusieurs labels il y a le label ISR, investissement socialement responsable. Il y a le label Greenfin, qui est un petit peu plus poussé. Il y a le label Finansol. Donc, tout ça est encore dans une grande mutation parce que on réfléchit aussi au niveau européen pour harmoniser justement ces critères, cette lecture-là, et faire évoluer ce concept. Ce qui est certain, c'est que l'investissement responsable ne concerne pas que le développement durable. Donc, on n'est pas uniquement sur la brique environnement. On peut aussi, dans l'investissement responsable, être très focus sur le social et donc euh, soutenir des projets sociaux d'insertion, d'égalité homme-femme, de bien-être au travail. Voilà. Donc il y a aussi, c'est moins mis en avant effectivement parce qu'on parle beaucoup d'urgence climatique, mais en réalité l'urgence climatique, elle implique une crise sociale aussi, et donc il y a besoin d'aller aussi se prémunir de ces enjeux-là. Très intéressant ce que tu nous proposes comme approche. Alors, on a une réponse de Zoé. Bienvenue Zoé, merci pour ton intervention. Elle dit que le terme impact, il n'est pas très bien défini hein, dans son milieu, charte ou autre, pour vérifier que l'entreprise a réellement un impact positif. Finalement, on ne sait pas très bien, quand on annonce qu'on est une entreprise à impact, si véritablement il y a des impacts ou s'il y a des externalités négatives cachées, je pense. Et donc, elle dit que l'investissement à impact ne garantit pas grand-chose. Donc là, on est vraiment sur Ouais. investir dans l'impact, on est dans c'est un peu du greenwashing, hein, en fait, en gros, quand on dit qu'on investit dans l'impact. Si je comprends bien ce que tu voulais dire, Zoé, hein, tu peux me valider par un oui ou un non? Et tu as Lydia qui vient sur le développement durable, c'est la rencontre, donc elle te suit, hein, c'est la rencontre de l'économie, l'écologie et du social. Très bien, c'est exactement ça. C'est Nickel. c'est effectivement voilà, avoir cette approche globale que les humains interagissent avec l'environnement et donc et quand on le met au sein d'une entreprise, eh bien, mais on va le voir en fait, je vais le détailler. Il y a trois niveaux, il y a l'environnement, le social et la bonne gouvernance. Et c'est ce qui fait que ensuite ça fonctionne. Et je reviens juste sur une remarque qui a été soulevée. Ça rapporte moins ou c'est plus long. En fait, c'est quand on est dans ce cercle vertueux où on a des salariés, des collaborateurs, des collègues qui travaillent dans un bon environnement et qui sont heureux au travail, forcément, il y a plus de productivité. Cette productivité, eh bien, elle va générer voilà, plus de création de valeur. Et si en plus la gouvernance est saine et prend en compte ces fameuses externalités environnementales ou sociales, eh bien, à nouveau, je suis dans une marche vertueuse et qui est animée par une éthique saine. Donc, il n'y a pas de raison que ça rapporte moins. C'est ça que je veux dire. Et, Nickel. on va, et je vais apporter des éléments très concrets au fil de la présentation, vous allez voir. Mais en tout cas, effectivement, l'objectif, c'est de déconstruire peut-être ces premières impressions sur l'investissement responsable. Puis j'ai hâte qu'on déconstruise aussi le fait de qu'est-ce que ça veut dire gagner, gagner, qu'est-ce que tu gagnes quoi exactement? Tu gagnes de l'argent, tu gagnes Ouais, de la valeur, tu gagnes du bien-être, de l'épanouissement, enfin bref, on en reparlera plus. Je te laisse avancer, parce que il y a plein de sinon, choses. Ouais. Alors ben justement, donc moi, les idées reçues que j'ai mis en avant parce que c'est celles que j'entends le plus, c'est l'investissement responsable, c'est un effet de mode. Oui, bah oui, parce qu'on entend beaucoup parler. Il y a cette notion de greenwashing. En fait, l'investissement responsable, c'est pas une mode parce que ça existe vraiment depuis très longtemps. Je vais pas vous faire toute une chronologie sur le concept, mais sachez que c'est des pratiques en fait qui remontent depuis la fin du XVIIIe siècle, avec surtout la volonté d'exclure certains secteurs et notamment ne pas financer
l'armement, en fait, tout ce qu'on appelait les industries du vice. Donc, l'armement, la pornographie, l'alcool, le tabac. Et donc là, plus récemment aussi, tout ce qui est énergie fossile, exploitation de charbon, voilà. Donc, il y a cette notion qui existe depuis très longtemps, qui était d'abord intégrée par les congrégations religieuses, mais qui de plus en plus sont des paramètres qui sont inclus dans la démarche d'investisseurs des institutionnels, des grands groupes, et donc qui finalement découlent aussi dans notre démarche à nous d'investisseurs. Donc, c'est vraiment pas une mode. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être une tendance très longue de fond qui devrait perdurer là sur les prochaines années parce qu'à nouveau, l'enjeu est tellement colossal sur le plan humain et environnemental qu'on a vraiment besoin d'apporter plus d'éthique dans notre façon de consommer, dans notre façon de vivre et dans notre façon d'investir et d'utiliser notre argent parce qu'on a vraiment cet impact-là. Puis ce qui est observé aussi, c'est que les nouvelles générations sont absolument, Ah oui, focalisées sur le fait qu'effectivement, ce qui avait été prévu au XVIIIe siècle a été un peu foiré au XIX et au XXe. Bah, là, on va revenir un peu là-dessus et on va essayer de travailler sur un alignement personnel et avec un alignement, des actions et des impacts donc du coup, qui vont être faits par soi et par son propre groupe de complètement. travail ou en tout cas le collectif dans lequel on est. Je te laisse avancer, pardon. Ouais, c'est complètement ça. Il y a une vraie sensibilité là des nouvelles générations. Deuxième idée reçue que je mets en avant, c'est la finance. C'est compliqué, j'y comprends rien, c'est pas pour moi, c'est trop opaque. Voilà, j'arrive pas à tracer, je sais pas dans quoi j'ai investi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on fait, par exemple, de l'investissement dans des fonds collectifs. C'est souvent ce qu'on reproche à la finance, c'est cette opacité. Ce qui est intéressant avec l'investissement responsable, c'est que justement, on va apporter plus de transparence. C'est vraiment l'objectif, hein, c'est que ça soit beaucoup plus lisible parce qu'il va y avoir des contraintes à respecter pour ceux qui ceux qui gèrent l'argent. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter plus d'informations à l'investisseur pour s'assurer que c'est bien en adéquation avec ses objectifs de base. Et donc, cette transparence est de plus en plus mise en avant. Et donc, on sort de cette opacité financière. Et ce qui est intéressant avec l'investissement responsable, c'est que aussi on revient connecter l'argent à l'économie réelle. C'est-à-dire que je vais réellement investir dans des projets. C'est du concret. Il n'y a rien de plus concret. J'investis dans une entreprise dans laquelle j'ai des croyances et donc je soutiens son activité, son développement. Et donc c'est vraiment l'économie réelle et c'est ce qui est, c'est la mouvance de l'investissement responsable. Et enfin, alors ça, c'est ce que j'entends souvent avec mes clients, j'ai une démarche écologique parce que j'ai un LDDS. Alors ça, c'est Livret de développement durable, hein, non? ouais, le livret de développement durable et solidaire. Alors Et ça, solidaire. je vous le dis, c'est vraiment un faux ami. Si vous avez l'impression déjà de faire votre part avec le LDDS, malheureusement, je vais vous apporter quelques chiffres sur le sujet. Parce que c'est vraiment le LDDS n'est pas du tout gage d'investissement responsable, pas du tout. En fait, dans le LDDS, vous avez 10% des dépôts qui sont orientés sur la restructuration énergétique des bâtiments anciens, donc vraiment tout ce travail de restructuration et d'efficience énergétique. Ensuite, vous avez 5% qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, donc là déjà on a 15% tout. Et ensuite, le reste, donc 80% c'est du prêt à des PME. Et là, sur les PME, je n'ai aucune garantie sur le fait que je soutiens des PME qui sont responsables ou non. Donc voilà. Et ensuite, je vais avoir 5% où on m'indique que c'est sans contrainte, donc c'est du flou artistique. Donc si je résume, je n'ai que 15% de mon LDDS qui est fléché sur l'énergie, sur l'efficience énergétique des bâtiments anciens et sur l'économie sociale et solidaire. Ouais. Il y a une idée qui enfin, il y a une rumeur ou une info qui tourne sur les réseaux sociaux, Maëlle, je voudrais que tu nous la confirmes. Quand j'ai 20 000 € d'encours sur un compte en banque, Ah oui, je produis, l'équivalent d'un je crois que c'était un ou une dizaine, je me souviens plus, d'aller-retour Paris-New York. Tu peux nous confirmer ça? ouais, alors ça, mais en fait, c'est là où justement vous allez mesurer, on mesure son impact vraiment avec son argent. En fait, quand je dépose mon argent à la banque sur un livret, hein,
Cet argent est utilisé par la banque pour justement octroyer du prêt. C'est-à-dire qu'elle va utiliser son pouvoir de création monétaire. Vous déposez 10, elle va utiliser 9 pour prêter à des entreprises ou pour placer cet argent selon des objectifs de rentabilité. Ce qui veut dire qu'évidemment, la banque, elle n'a pas de compte à vous rendre, hein. Vous déposez de l'argent, vous avez l'impression que c'est sur votre compte courant et que ça ne bouge pas. Et elle, donc cet argent, elle va financer des entreprises et c'est à sa propre appréciation. Et on a vu que ces 50 dernières années, là où il y avait de la rentabilité, eh bien, c'était particulièrement sur les énergies fossiles. C'est donc Voilà, exactement. Ce qui fait que donc du coup, vous n'avez pas l'impression de polluer. En tout cas, vous faites des efforts peut-être dans votre vie quotidienne pour manger moins de viande, pour trier, pour acheter en seconde main, pour prendre le train plutôt que l'avion, bref. Donc, vous faites des sacrifices au quotidien, alors que finalement, votre premier poste de pollution, c'est votre argent dans votre compte courant et sur vos livrets. Parce que, indirectement, c'est la banque qui utilise cet argent pour polluer. J'aimerais bien avoir des réactions. Moi, je pense qu'il y en a qui étaient au courant, mais je pense qu'il y en a aussi qui le découvrent. Je te laisse continuer, je prends les réactions sur le chat, je te repartage ça pendant l'intervention. Et c'est pour ça, justement, que l'impact avec votre argent est beaucoup plus grand que n'importe quelle autre action individuelle. C'est vrai que l'argent, vraiment, il faut vraiment sortir du mode autopilote où on se dit, bah, mon argent, il est sur mon compte courant, je ne me pose pas de questions. En fait, vous êtes vraiment un acteur du circuit économique et votre argent, c'est un pouvoir de voter. Vous avez vraiment un puissant pouvoir entre vos mains et on oublie que c'est aussi une manière de voter, réellement. Alors, je vais plus loin, c'est un pouvoir de décider. Parce que le Ah, pouvoir de complètement. vote, on pourrait ouvrir un webinaire sur le sujet, mais c'est vraiment un pouvoir de C'est un pouvoir décider pour le coup. Pour le coup. complètement. Si vous êtes intéressé par ces sujets-là qu'on peut creuser, il y a des vidéos qui sont disponibles sur le web. N'hésitez pas à venir vous connecter sur la page YCube et me solliciter. Marie et moi, on vous donnera des petites vidéos intéressantes. Et Maëlle aussi, bien sûr, hein, notre advisor, Maëlle, qui est experte en investissement à impact d'ailleurs. Je te laisse continuer, ma chère amie. Il y a Lucas quand même qui dit, note à moi-même, acheter un coffre-fort pour ranger mes lingots, ça pollue moins. Voilà, Ouais, voilà. pas pratique pour aller acheter le pain, quoi. Mais, Ouais, c'est ça. Je te laisse continuer. alors justement, donc, bah, on en parlait en fait, hein, la nouvelle génération, ou quoi qu'il en soit, en fait, les préoccupations actuelles qu'on voit émerger. Je me suis aidée évidemment des stats de l'Ipsos sur 2019 et je pense vraiment que sur 2020, c'est encore plus exacerbé ces préoccupations. On voit qu'il y a 42% des Français qui sont préoccupés vraiment par les problématiques environnementales, 41% sur le pouvoir d'achat, 37% sur le système de santé et 31% sur l'emploi. Tout ça pour dire qu'on se rend compte de plus en plus que l'environnement euh, devient le problème, comment dire, la préoccupation majeure des Français devant même le pouvoir d'achat ou la santé. Donc c'est vraiment qu'on a vraiment besoin de mettre au cœur de nos décisions eh bien, cet impact environnemental. Et d'ailleurs, 72% des Français aimeraient que les enjeux du développement durable soient inclus dans leurs produits d'épargne. Et 41% des Français estiment que l'ISR, l'investissement socialement responsable, renforcerait leur confiance dans la gestion de leur argent. Donc en plus, ça a vraiment ce bienfait de se dire, OK, je place mon argent et en plus, je le sais que je le fais pour la bonne cause. Et moi, je le vois, mes clients sont capables d'accepter le risque de l'investissement parce qu'ils savent que de toute manière, ils ne se trompent pas de chemin. Ils savent qu'ils soutiennent les bonnes choses et justement, ça permet d'être plus confiant dans ses choix d'investissement. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir vraiment ce que c'est que le développement durable, parce que ça, on l'entend à toutes les sauces, Ouais. je te remercie Lydia d'avoir cité le rapport à la définition de Brundtland de 1987, qui est la seule et unique définition du développement durable. Je vous invite à, vous l'avez donc dans le chat, c'est le nom de Brundtland, d'ailleurs, je vais vous le remettre. Donc c'est 1987, définition de Brundtland du développement durable. C'est à partir de là qu'on commence à en entendre parler de partout. Il y a un rapport effectivement qui est disponible. Alors je vous invite peut-être pas à lire tout le rapport, mais en tout cas à aller lire la définition de Brundtland pour bien comprendre ce qu'est le développement durable. Et surtout ce que n'est pas le développement durable. Voilà. Matt qui nous dit une vraie préoccupation, mais la vraie question c'est comment agir. Eh bien on va en parler, Matt. Merci Mathieu pour Ça ton trépigne, intervention. Ah ouais, et là, on va en parler. il y a de l'impatience. En Vas-y. fait, là je prends le temps juste de contextualiser parce que
voilà, c'est important de savoir où on est et peut-être aussi de savoir vous, où vous vous situez par rapport à ce concept. Mais ensuite, très rapidement, on va rentrer dans le concret. Vous allez voir comment avoir de l'impact. Bon, ce qui est sûr, c'est que on a remarqué qu'en fait, il y a quand même un vrai problème de communication et de pédagogie, c'est-à-dire que 68% des Français n'ont jamais entendu parler de l'investissement responsable. Donc, on a l'impression que effectivement, le développement durable, on nous le sert à toutes les sauces. Et j'ai l'impression qu'il y a, voilà, l'éveil écologique, on y est. En plus, 2020 a accéléré les choses. Mais maintenant, c'est voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai conscience qu'il se passe des choses autour de moi, j'ai envie d'agir. Et en réalité, plus de la majorité des Français n'ont pas entendu parler de ce concept. Donc on a, en tout cas, moi, je sens en tant qu'intermédiaire financier, j'ai vraiment cette responsabilité d'apporter de la pédagogie aux futurs investisseurs pour leur dire que ça existe, en fait. Cette alternative d'investissement, elle existe. Et vous allez voir que vraiment, ça permet d'investir dans plein de thématiques porteuses d'avenir. Et pour finir sur les sondages, eh bien, donc. Tu as une petite question, pardon, je te coupe. Tu as une petite question sur. J'allais y répondre, mais je préfère que ce soit presque toi mieux qui le dise que moi, comme ça on a la vérité absolue. Donc c'est une vérité mais, que je connaissais, mais déjà dans quelle banque? Alors Lydia nous dit, même Crédit Coopératif n'est pas si coopératif finalement. On est d'accord, Maël, qu'on parle bien du système bancaire et Ouais, qu'on n'est pas en train de viser une banque de manière non, vindicative. On est en train de parler d'un système qui est universel, qui est je crée une banque, la banque fonctionne telle que nous vous l'avons décrite. exactement. Qu'elle soit coopérative, mutualiste ou privée. Oui. Ce principe de création monétaire, il est universel. Voilà, c'est ce qui, en fait, c'est à la base de la création du système bancaire. C'est-à-dire que au lieu de garder son argent sous le matelas, on a décidé de le déposer en banque. Et les banques, en fait, créent de la masse monétaire et permet le financement d'entreprises. Donc ça, c'est quel que soit en fait le système mutualiste ou non. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, si vous voulez vraiment creuser le sujet, c'est le rapport de l'Oxfam, des Amis de la Terre, qui ont mis en lumière ce problème de pollution indirecte via notre argent, qui est sorti, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que je crois qu'il y a un premier qui est sorti en 2017 ou 2018 et ils en ont ressorti un là dans le courant de l'année 2020. Ils mettent en lumière. Oui, c'était 27 octobre. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ouais, c'est l'Oxfam et les Amis de la Terre. Ouais, je Mais l'ai. il est, en fait, vraiment, ce rapport, il est percutant. On réalise à quel point on a une responsabilité. Hein, vraiment. Alors Maël, tu lagues. Alors après, ils mettent. Ça lag de ton côté, un petit peu. Ça y est, c'est bon, c'est revenu Ah avec bon? nous. Ça y est, c'est revenu, Ah, t'es revenu avec nous, tout va bien. il y a eu un petit sursaut. Oui, oui, tout va bien. Et en fait, ce rapport parle beaucoup quand même des 4 principaux grands groupes bancaires. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un système universel et que ça concerne tout le monde. Après, par exemple, Crédit Coopératif, ils ont évidemment pas les encours de BNP, hein, donc ça reste quand même une petite banque. Et il y a quand même une véritable volonté de faire attention au financement qu'ils octroient. Et donc, Ok. il y a beaucoup plus d'éthique dans leur approche. J'avais pas compris ta question, Lydia, donc je te reprends juste la fin de sa question. En fait, en gros, c'est quelle est l'alternative bancaire? On va en parler peut-être plus à la fin, si tu es d'accord, Lydia. C'est un sujet qu'on veut aborder justement à la fin quand on va vous parler Ouais, bien sûr. de ce qu'on a prévu. Ouais, on va en parler. Bref, pour finir justement sur ces petits sondages, idéalement, eh bien, on aimerait en fait que notre argent serve à financer des projets locaux et régionaux. Hein, donc toujours cette volonté de transparence et de comprendre où je mets les pieds et dans quoi j'investis. On aimerait aussi que l'argent serve à financer l'innovation et des projets d'intérêt général. Donc on sent vraiment qu'il y a cette envie d'aller vers plus de sens et plus d'éthique. Et 85% des Français estiment que les banques en fait ne sont pas transparentes sur la manière dont ils utilisent l'argent. Et en tout cas, je vous le dis, hein, l'argent est utilisé pour le financement d'entreprise ou pour l'investissement sur les marchés réglementés. Et là, c'est vraiment le flou artistique et c'est surtout pour financer des industries polluantes. Voilà. Je vous ai mis ici l'intérêt en fait qui est le plus, enfin la génération qui porte le plus d'intérêt
à l'investissement responsable. Et c'est vrai que c'est un concept qui a sensibilisé un petit peu plus la génération des millennials, mais quand même, les anciennes générations se sentent aussi concernées. Mais c'est vrai que la génération millennials, c'est la génération dont je fais partie, on a vraiment cette envie d'intégrer l'environnement dans nos choix et dans nos choix quotidiens, en fait, hein. Et alors, c'est assez étonnant. Et c'est quelque chose, c'est vrai que moi, je m'en rends compte aussi au contact de mes clients. C'est un sujet qui est plus pris en main par les femmes que par les hommes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que l'écologie devient une charge mentale supplémentaire pour les femmes que pour les hommes. Peut-être que dans le chat, on peut me faire des commentaires là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet plus facile à comprendre quand on est une femme ou quand on est un homme? Je ne sais pas. Je m'interroge là-dessus, sur Moi, ce mode de l'hypothèse que je peux te proposer en attendant les réactions, si jamais réaction il y avait, alors il y a Charlotte qui dit oui, complètement d'accord, charge mentale. C'est que, en fait, cette charge mentale, elle va toucher pas forcément des femmes ou plus des hommes, elle va toucher surtout des individus, des adultes qui ont des enfants et qui ont envie de laisser une terre, meilleure à leurs enfants. Et ouais, d'ailleurs, je vous invite aussi à laisser des enfants meilleurs à la terre parce que c'est pas la terre qui nous met mal, c'est les enfants qu'on a laissés, qu'on a éduqués. complètement. Mais, c'est moi j'aime bien le gender equality et je dis: «Non, en fait, c'est pas les filles ou les garçons qui sont le mieux, c'est ceux qui pensent à leurs enfants et ceux qui veulent et ceux qui ont envie de leur permettre de vivre ce que nous on a pu vivre quand on était petits, quoi. C'est Contrairement à complètement ce qu'on vrai. peut imaginer maintenant. Ouais. Mais tu noteras que les filles te le disent toutes: «Oui, bien sûr, hein, c'est les filles, hein». Je je Bravo les filles. j'attendais un peu plus de garçons réagir, mais OK, Plus de d'accord, c'est testostérone, laissé. mais en fait, Non, ça va. bon, Allons-y, allons-y. super. C'est dit de manière un peu ironique. Mais oui, c'est évident, les femmes s'occupent du care et du bien-être du collectif. C'est Lydia qui nous dit ça et Charlotte parlait de charge mentale, comme tu l'as dit. Mmh. Ah, hyper intéressant cette slide, Ouais, alors intéressante. justement pour vraiment comprendre l'imbrication en fait, hein, le rôle qu'on joue, dans le circuit économique et pour que vous puissiez vraiment voir où est l'impact, donc en fait, je vous ai mis, l'entreprise qui est au cœur en fait là de ce schéma et comment on interagit justement avec l'entreprise. Je vais partir du premier point. Donc, en tant qu'épargnant, donc voilà, j'ai de l'argent, donc je travaille, je gagne de l'argent, cet argent, je le dépose sur mon compte courant, sur mes livrets, et sur mes livrets, parce que j'ai envie de mettre de l'argent de côté, j'épargne pour assurer une stabilité financière. Donc, avec mes économies, je les dépose sur ces livrets bancaires, donc à travers la banque, et cette banque, donc, elle prête et elle finance des entreprises et elle perçoit des intérêts. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, déjà dans cette première sur ce premier segment, là, j'ai de l'impact puisque à travers la banque, je pollue ou je ne pollue pas. Ensuite, hop, je vais évidemment avoir de l'impact en tant qu'investisseur. Donc là aussi, faites bien la distinction entre j'épargne et j'investis. Quand j'épargne, je mets de l'argent de côté. Et donc, j'ai de l'argent mobilisable à tout moment. C'est ce que j'appelle l'épargne de précaution. Ensuite, quand je suis investisseur, j'ai vraiment une démarche volontariste, d'accord, d'investir de l'argent pour en attendre un retour, évidemment, un retour financier. Et donc là, je soutiens activement une activité, une entreprise, un secteur, bref. Donc, il y a vraiment cette intention. Il y a une intention ici. Et donc, donc j'investis au capital d'une entreprise, je deviens actionnaire, je perçois des bénéfices. Et donc là, à nouveau, j'ai de l'impact parce que c'est à moi de choisir qui j'ai envie de soutenir, qui j'ai envie de voir se développer dans les prochaines années. Et enfin, j'ai de l'impact évidemment en tant que consommateur, puisque je vais dépenser mon argent en consommant des biens et des services. Et là, à nouveau, je choisis l'entreprise que j'ai envie de soutenir. Et donc, vous voyez que c'est vraiment un cercle vertueux en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur et en tant que consommateur. C'est là mes 3 points d'impact. Et c'est comme ça hein, qu'on dessine la société qu'on veut voir émerger. C'est le monde d'après. Hein, voilà. Donc, soyons vraiment conscients de ce circuit et sortons à nouveau du prêt-à-penser ou du mode autopilote. Et donc, là encore, dans l'entreprise,
je vais avoir, il y a plusieurs dimensions. Et c'est certainement des acronymes que vous avez peut-être vu, entendu parler, parce que c'est à nouveau, on en entend beaucoup parler, notamment la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise ou la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc en fait, c'est d'ailleurs l'enjeu là depuis ces derniers 12 ou 18 mois où il y a une refonte intégrale des entreprises qui veulent intégrer une démarche RSE et donc plus d'engagement avec ces parties prenantes. Et c'est d'ailleurs ça qui va donner naissance au développement durable, c'est-à-dire déjà la conscience des entreprises qu'elles-mêmes en interne, elles doivent intégrer la dimension sociale et environnementale. Ensuite, c'est le deuxième carré, l'ESG, les critères ESG, c'est-à-dire critères environnementaux, sociaux et gouvernance. C'est-à-dire que ce sont des critères, en fait, qui me permettent d'analyser si l'entreprise, au-delà du potentiel financier qu'elle dégage, est-ce qu'en plus, eh bien, elle va être, entre guillemets, bonne élève sur les critères environnementaux, critères sociaux et critères de bonne gouvernance. Et c'est ensuite ça qui me permet de dire si je suis bien dans l'investissement socialement responsable et en appliquant des critères contraignants. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un univers où tout est lié, à la fois la RSE de l'entreprise, mes critères ESG, et c'est ce qui permet de définir l'ISR. J'espère que c'est... Est-ce que Ok. c'est facile à cerner? Très facile. Les Ça amis, doit réagir. réagissez, mais justement, Ouais. Charlotte n'a pas compris la différence. Mathieu te dit que c'est clair. Alors, la différence entre SG et ISR, rapidement, s'il te plaît. Alors, en fait, quand je décide d'investir dans une entreprise, je vais avoir une analyse financière. D'accord. Donc, froidement, je vais regarder les chiffres. Quel est le résultat quels sont les bénéfices que va dégager l'entreprise, quel est le potentiel sur le long terme. Donc, là, c'est vraiment l'analyse financière. On a décidé d'intégrer, en plus de cette analyse financière, une analyse extra-financière. Et donc, cette analyse extra-financière, elle est composée de ces trois critères. Le critère environnemental, le critère social et le critère de bonne gouvernance. Donc, c'est ça. L'ESG, ce sont mes filtres qui permettent de savoir entre deux entreprises rentables, celle qui est la plus éthique. Et donc, une fois que j'ai sélectionné et identifié l'entreprise éthique, c'est là que je suis dans l'investissement socialement responsable. Donc, quand les acteurs financiers qui décident d'appliquer l'ISR, c'est parce qu'en fait, ils intègrent systématiquement dans leur analyse financière et extra-financière des critères ESG. Je sais pas si c'est... Ça répond un peu à ce que disait Zoé tout à l'heure quand il disait, en fait, quand on investit dans l'impact, on ne sait pas très bien dans quoi on investit et c'est pas très clair. Oui, exactement. Cette explication, elle vous permet de mieux comprendre quelle est la différence entre une banque qui va investir dans une boîte et un fonds ou un angel qui va mettre de l'argent Exactement. dans une boîte dite à impact. Alors, elle est dite à impact jusqu'à qu'il analyse et qu'ils disent oui, elle est bien impact. Elle a bien un impact ou pas. D'ailleurs, ils ont souvent conscience des externalités positives, mais aussi des externalités négatives grâce à cette analyse. Donc, Exactement. Savoir si j'ai de l'impact, c'est déjà en fait savoir si l'acteur financier, l'intermédiaire, va bien utiliser des critères ESG. alors, Charlotte demande le critère de gouvernance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous faire une petite Oui. déf rapidos? Alors, je l'explique On dans la l'expliquera pas, hein, slide d'après. de ce que je pensais. Je vais détailler un petit peu plus. Donc, en fait, si je continue dans le déroulement de tout ça, au sein de l'entreprise, donc j'ai cette fameuse RSE, donc l'entreprise va faire en sorte que, eh bien, il y ait une qualité de vie au travail, qu'elle trie bien ses déchets, qu'elle fait attention justement de ne pas avoir d'externalités négatives. Et je pense par exemple à, je sais pas, si je prends l'exemple d'une entreprise qui fait de la construction automobile et le site de production se situe par exemple à côté d'une pêcherie, eh bien, tous les déchets sont déversés dans le ruisseau, dans le cours d'eau à côté. L'entreprise, donc c'est une externalité négative et l'entreprise ne prend pas en compte le coût que ça a de dépolluer ou le coût que ça a sur la biodiversité et donc sur le fait qu'il y ait moins de poissons dans ce cours d'eau. Donc voilà, c'est vraiment intégrer ces externalités négatives et surcalibrer les externalités positives, évidemment, puisqu'il faut valoriser les externalités positives. Et donc, au sein de la RSE, au sein de l'entreprise,
elle va s'assurer sur plusieurs niveaux que ces parties prenantes sont impactées positivement par son activité. Donc, ça va être les salariés, ça va être aussi les fournisseurs. Voilà, comment je choisis bien mes fournisseurs. Est-ce que ces mêmes fournisseurs eux-mêmes n'ont pas d'externalités négatives? Donc, j'élargis aussi le champ d'analyse et pas simplement au sein de mon activité, mais vraiment euh, auprès de mes différents fournisseurs, auprès de ce qu'on appelle la société civile. Hein, donc, c'est aussi, voilà, est-ce que j'ai pas d'impact négatif sur l'environnement, sur le producteur à côté. Donc, voilà, c'est vraiment une conscience globale, évidemment sur le client et sur les actionnaires. Donc, l'idée, c'est d'être dans un cercle vertueux qui est gagnant pour toutes ces parties prenantes, donc qui soit créateur de valeur pour toutes ces parties prenantes. Et donc, c'est ça qui crée l'impact dans une activité commerciale. Et donc, pour répondre à la question sur les critères ESG et notamment le critère de gouvernance, et justement, le G, le critère de gouvernance, c'est un peu le parent pauvre hein, dans l'analyse de ces critères, puisque on met beaucoup le focus sur l'environnement, parce qu'à nouveau, il y a énormément d'enjeux là-dessus. Mais finalement, est-ce que c'est pas parce que j'ai une bonne gouvernance que j'aurai un bon impact environnemental? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement surpondérer un peu la gouvernance? Et donc la gouvernance, c'est quoi? C'est est-ce que l'équipe dirigeante, est-ce que l'équipe dirigeante a une gestion saine en fait de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce que il y a une égalité, une parité homme-femme qui est respectée? Est-ce qu'il y a de trop grands écarts entre la rémunération du plus petit salarié aux dirigeants? Donc, c'est aussi mesurer ces écarts-là. Respecter évidemment les actionnaires minoritaires et donc faire entendre leur voix dans les conseils d'administration pour qu'ils puissent aussi avoir du poids dans les votes des résolutions. L'évaluation des risques, et je pense notamment aux controverses. Par exemple, s'il y a un scandale financier, des malversations, des comptes cachés, une fiscalité évasive, enfin, tous ces aspects-là qui font que justement, est-ce que la gestion est saine dans l'entreprise? Et à mon sens, d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de découler sur une bonne gestion des ressources humaines et une bonne gestion des ressources naturelles. Alors, Stéphane, pardon. Mathieu nous pose la question critères ESG égale entreprise à mission. Je peux lui apporter un début de réponse et je te laisse abonder. En fait, les critères ESG, c'est des critères qui permettent de faire une analyse financière, une analyse financière globale de l'entreprise. Une entreprise à mission, elle a des critères qui lui permettent, au moment de cette analyse, d'être dans le top de ces critères et donc d'être d'être la plus intéressante pour la personne qui veut investir dans cette entreprise-là. Donc l'entreprise à mission, c'est un des statuts qui peut être intéressant, Ouais. puisque normé et puisque, il y a des règles et cetera à respecter, d'impact de gouvernance et cetera. On va pas revenir là-dessus. On va faire il est prévu un webinaire au mois de février, je crois, ou au mois de mars sur le sujet. Je me souviens plus du programme, mais oui, retiens Mathieu que quand tu es une entreprise à mission, tes critères ESG, ils sont plutôt positifs, ils sont plutôt bons. Ouais, C'est ce qu'il faut retenir. exactement. Je te laisse avancer. Il nous reste, une trentaine de minutes à peu près pour un timing, je sais pas si, Allez, je vais avancer un petit peu plus vite du coup sur cette partie-là, parce que de toute manière, on a déjà brossé là le décor sur l'ISR. Gardez en tête voilà, qui filtre critère ESG qui permet justement de l'entreprise est éthique ou non et si elle sera responsable durablement. L'objectif, Hop, rapidement en une j'avance. phrase, juste je le refais en une phrase, l'intérêt d'aller sur ces sujets-là qui n'était pas peut-être votre premier intérêt en venant ce matin au webinaire, c'est justement de comprendre. Dans l'intention de YCube, c'est que vous soyez au courant et que vous compreniez comment ça fonctionne derrière pour pouvoir avoir la meilleure posture, pour pouvoir avoir les meilleurs dossiers et pour pouvoir vous présenter en étant tout à fait aligné sur vos intentions, votre objectif et surtout ce à quoi vous voulez, ce à quoi vous tendez. Voilà, je te laisse la parole. Excuse-moi. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est s'assurer que vous allez faire en fait un investissement qui vous ressemble et qui est véritablement aligné avec vos convictions et avec votre éthique personnelle. Là, j'ai fait, en fait, ça permet de résumer et de comprendre en fait les étapes dans l'investissement. Jusqu'à présent, on faisait ce qu'on appelle le business as usual, et donc c'est l'investissement traditionnel, c'est-à-dire que je veux du rendement et j'ai un risque qui est associé à ce rendement. Et donc petit à petit, l'idée c'est d'intégrer donc ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, pour à la fois détecter plus de risques, hein, parce qu'il n'y a pas que des risques financiers, il y a ces fameux risques sociaux ou environnementaux,
ou de bonne gouvernance, et de déceler les opportunités d'investissement justement à travers ces critères. Et alors, quand je vais, donc ça c'est le premier step, j'intègre mes critères ESG. Ensuite, j'ai l'investissement socialement responsable en tant que tel parce que là, j'ai une labellisation et donc la démarche est encore plus poussée. J'ai vraiment une volonté de financer une économie durable. Mais la dernière step de l'investissement responsable, c'est véritablement ce qu'on appelle l'investissement à impact, l'impact investing. Et donc, c'est-à-dire que là, vraiment, je cherche à la fois du rendement, j'ai un risque qui est associé, mais je cherche surtout de l'impact que je vais pouvoir mesurer sur le long terme. Et donc, l'impact, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre, savoir combien, eh bien, je ne sais pas moi, combien mon investissement a permis de financer d'écoles, a permis de soigner combien de personnes, en termes de technologie. Voilà. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est aussi ce critère de mesurabilité. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment fuir des secteurs polluants et donc toujours avec ce principe d'exclusion sectorielle, notamment le tabac, l'armement, les énergies fossiles, la pornographie, etc. Hop. Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à nous dire oui ou non sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ouais. Bah voilà, en fait là je reprends un peu plus en détail, mais ce qu'il faut savoir c'est que voilà, quand on est dans l'investissement impact, c'est que véritablement on est au plus haut de l'investissement responsable. Je vais véritablement sélectionner des entreprises en fonction de leur impact social et environnemental et je cherche à tout prix des paramètres mesurables sur ces sujets-là et un rendement financier. On fait souvent le parallèle entre l'investissement à impact et la philanthropie, parce que la philanthropie, c'est aussi avoir directement un impact et aider des projets associatifs, sociaux, environnementaux. La différence, c'est que la philanthropie, je n'ai pas de retour sur investissement, je n'ai pas de rendement financier, c'est du don. Mais en tout cas, sur l'intention qui va vous driver, ça va être la même. C'est-à-dire à nouveau cet impact et cette dimension directe sur le projet. Et donc voilà, j'ai résumé. Concilier, c'est véritablement concilier la performance économique, l'impact social et environnemental en finançant des entreprises qui contribuent au développement durable. Et à nouveau, je le répète, vraiment, nos financements, en fait, notre argent façonne le monde de demain. Donc on a vraiment ce choix et cette possibilité de créer, on a ce potentiel de créer le monde d'après, quoi. Donc les enjeux de l'investissement à impact. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est des chiffres. L'idée, c'est de comprendre qu'on a un besoin de financement énorme sur la protection de la biodiversité, sur le financement pour les objectifs de développement durable. Là, c'est des gros chiffres, mais il faut vraiment avoir conscience qu'on n'est plus à un stade où il faut réfléchir, il faut vraiment agir pour qu'on puisse réussir cette transition écologique. Hop, parce que j'ai une fenêtre qui s'est ouverte sur mon... Hop. Pardon, j'ai un... Donc, vas-y. Hop. J'en profite, il est quasiment 10h30 et par habitude, maintenant, on commence à avoir l'habitude que certains nous quittent pour des raisons de rendez-vous et on le comprend tout à fait. J'ai ouvert sur le sondage un vote si vous voulez bien nous mettre une note sur le webinaire et nous donner un avis sur le chat pour qu'on puisse, nous, continuer à améliorer nos webinaires et pour que ce soit le plus intéressant pour vous. N'hésitez surtout pas. Et s'il y a des sujets aussi qui vous intéressent, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On est toujours très intéressant, l'entreprise à mission, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais on est toujours très intéressé, nous, par les sujets qui peuvent vous intéresser et nous avons les intervenants, les advisors qui vont pouvoir vous apporter des éléments dessus. Je te laisse la parole, ma chère amie. Ouais, j'avance et justement, c'est un chiffre, moi, qui me paraît très concret et pourquoi en fait soutenir des entreprises à impact? Bien parce qu'en fait, les entreprises qui s'engagent dans des démarches d'impact, de responsabilité, elles vont être en moyenne 13% plus performantes que celles qui n'en introduisent pas. Donc, en fait, ne vous posez plus la question. Les entreprises qui vont dans cette direction seront forcément créatrices de valeur. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que de plus en plus, je pense que vous devez vous en rendre compte déjà en tant que consommateur, on est capable de changer nos habitudes et de sanctionner des business qui ne sont plus en adéquation avec nos valeurs. Et c'est aussi ce qui va se passer dans la finance, c'est-à-dire que les business que j'appelle des business traditionnels
du vieux monde, eh bien, seront à un moment donné sanctionnés par leur manque d'éthique, par leur manque d'engagement, par leur manque de transparence. Et donc, naturellement, on va faire une sélection vers des entreprises qui nous apporteront plus de confiance et qui nous apporteront aussi plus d'espoir en fait sur un avenir durable, avec du mieux vivre, avec plus d'harmonie sociale et évidemment plus de conscience écologique. Donc là en plus, je vous apporte le chiffre, en moyenne, elles sont 13% plus performantes. Je vais même vous donner, je vais même vous poster, enfin, je vous mets sur le chat un lien d'un article qui a été écrit par Ilham Kadri, qui est la CEO de Solvay, qui est la plus grosse boîte de chimie du monde entier, qui dit Sustainability is profitability. Donc la durabilité, c'est la rentabilité, c'est la profitabilité. Je ne Complètement. sais même pas si profitabilité existe en français, pour te dire, à force de faire du franglais, j'y arrive même plus. Pardon, je te laisse la parole. Et donc, l'enjeu de l'impact investing, donc c'est vraiment la dernière step de l'investissement responsable, c'est celle où on voit le plus d'impact. Eh bien, c'est priorité numéro 1, l'intentionnalité de ce fameux impact positif. Priorité numéro 2, la génération de profit. Et priorité numéro 3, la mesure. Vraiment, on cherche à mesurer directement l'impact. Là, je vous ai indiqué donc les différentes thématiques qui sont ciblées par l'investissement à impact, et en fait, ça se recoupe avec les objectifs de développement durable. Donc, on retrouve la production raisonnée, l'entrepreneuriat social, les énergies propres, évidemment, la santé, les services qui sont liés eh bien, la santé, l'environnement, les technologies, l'innovation, l'art aussi et la culture, le logement, le fait que le logement soit décent et accessible, et enfin l'éducation et l'emploi, et notamment avec l'enjeu d'insertion professionnelle, et à nouveau, pareil, des conditions décentes de travail. Hop. J'avance rapidement pour que ça soit plus... parce que les parties qui arrivent vont être vraiment C'est complètes. intéressant. Ouais. Les avantages de cette démarche, c'est un peu ce qu'on s'est dit, mais c'est effectivement aligner nos convictions avec nos actions. Et donc, le fait de choisir cette orientation, ça permet vraiment d'avoir plus de sens dans sa démarche d'investisseur. Et d'ailleurs, ça apporte beaucoup plus d'humanité dans le geste d'investir. Et donc, voilà, on peut intégrer ces valeurs sociales dans ses choix d'investissement. C'est choisir la transparence, et c'est aussi choisir donc la performance financière, mais aussi la performance sociale et environnementale. Hop. Donc, on a tout intérêt, pour notre capital financier et pour le capital naturel de la planète, de faire ce choix. Et évidemment, c'est plus facile de faire ce choix-là quand il y a du choix. C'est un peu comme le bio. À l'époque, on voulait y aller, mais il n'y avait pas assez de choix. Aujourd'hui, c'est facile d'adopter cette démarche. Donc, les pratiques de l'investisseur à impact. Alors, en fait, l'investissement à impact, c'est vrai que je suis restée encore très évasive, parce qu'on se dit certainement, mais très bien, mais comment je fais en fait, dans quoi j'investis concrètement? En fait, l'investissement à impact, c'était jusqu'à présent réservé, enfin pas réservé, c'est une catégorie c'est une démarche d'investisseur qui est propre surtout au private equity, c'est-à-dire à l'investissement direct dans des PME non cotées. Donc, grosso modo, j'investis dans une start-up qui n'est pas cotée sur les marchés, et donc je suis d'ailleurs décorrélée en fait des évolutions de marché. Donc, c'est surtout là-dedans, dans le capital investissement, que je vais avoir le plus d'impact, et en étant actionnaire direct dans une entreprise. Hop. Et donc, comment ça se passe, le capital investissement? Il y a plusieurs, là à nouveau, il y a plusieurs marches, parce que quand j'investis dans une start-up, il va y avoir différentes temporalités. Soit j'investis dans une start-up au moment où l'entreprise se crée, c'est-à-dire vraiment, j'ai un fondateur, des cofondateurs qui ont une idée, qui ont une innovation et qui veulent développer cette activité. C'est la première marche, c'est le capital risque, ce qu'on appelle le venture capital. Et donc, je viens en tant qu'actionnaire pour permettre le développement, la création de cette entreprise. J'ai la deuxième marche, qui est ce qu'on appelle le capital développement, où là, je vais plutôt m'orienter vers des entreprises qui ont déjà une maturité, qui sont déjà en croissance, qui ont déjà éprouvé leur activité sur leur marché local, et qui ont besoin de scaler leur business. Et donc,
d'aller chercher un développement plus grand, peut-être un développement européen, un développement mondial. Mais là, vraiment, j'ai des entreprises qui vont avoir un track record plus long et qui va apporter plus de visibilité. Et enfin, j'ai la troisième marche qui est ce qu'on appelle le capital transmission, où là, l'objectif, c'est vraiment de consolider l'entreprise et de la transmettre. Alors, soit elle va être introduite en bourse, et donc elle va vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur, soit il y a une cession industrielle ou une cession à un autre fonds d'investissement. Donc, l'idée, c'est quand même toujours de grossir et de transmettre pour qu'elle ait un autre visage et qu'elle soit Valorisé. voilà, encore plus grande, exactement, valorisée. Et dans ces étapes, eh bien, de temps en temps, il va y avoir des entreprises qui ne vont pas tenir le coup. C'est ici ce que j'ai mis, le capital retournement. Je peux aussi intervenir en tant qu'investisseur sur des entreprises qui seraient en difficulté et qui auraient besoin eh bien, d'être recapitalisées pour pouvoir se développer à nouveau. Et donc là, ça peut être aussi intéressant puisque j'ai des entreprises qui vont être décotées, évidemment, puisqu'elles sont en difficulté, mais qui peuvent tout de même reprendre le chemin et s'orienter vers une introduction en bourse. Ça redonne un élan, en fait, à ces entreprises-là. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, quand on entend parler d'investisseurs dans des startups, on est surtout sur du capital risque, qui est Ouais, venture capital. Donc c'est pré-seed, seed, amorçage, enfin c'est amorçage, pré-seed, seed. Et le capital développement, c'est plutôt de la série A, série B et jusqu'à Epsilon et Oméga. du growth equity, Voilà. ouais. D'ailleurs, regarde, tiens, je t'aide. Merci madame, c'est top. Il y a un Allez-y. zoom sur le venture capital. Exactement. Je te laisse la parole en fait. Tu maîtrises aussi bien, voire peut-être mieux que moi. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que les personnes qui sont là aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu malade. Les personnes qui sont là aujourd'hui sont plutôt sur des phases early stage ou mid stage pour certains. Et donc les tours de table sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes tailles de tickets. On parle de tickets quand c'est de l'argent qu'on vous met sur la table pour entrer en capital de votre start-up, entreprise, projet. Je te laisse Exactement. la parole. Exactement. C'est pas les mêmes stages en fait. Quand je suis à la création, quand j'aide à la création d'une entreprise, donc c'est des startups qui sont vraiment en phase d'amorçage. Donc les tickets d'investissement vont être compris entre 300 000 euros et 1 million. C'est évidemment de l'apport en capital minoritaire. C'est apporter des liquidités pour vraiment amorcer l'activité. Et puis on va être sur des startups qui vont être dans des secteurs à forte croissance, et notamment le digital, la deep tech, la biotech, green tech, fintech, bref, tout l'investissement impact en réalité. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, puisqu'il peut y avoir des startups, on le disait avec mon ami Victoire que j'ai vu rentrer tout à l'heure. Salut, je te salue Victoire. Hier, on le disait en intervention, c'est pas forcément des secteurs qui sont autour du digital et de ce qu'on entend autour des Oui. termes de la Startup Nation, hein. Il peut y avoir des startups qui sont sur de l'éducation, sur de Oui, la citoyenneté, sur de la publicité, hein, sur des choses un peu moins technologiquement avancées, qui peuvent recevoir bien sûr de l'investissement. sûr. D'ailleurs, si tu me permets juste d'ajouter un élément, parce que c'est peut-être pas compréhensible pour eux, la partie business angel, c'est des tickets qui peuvent aller de 1 €, j'exagère un peu, hein, je fais exprès, jusqu'à, on va dire jusqu'à 100 000 150 000 euros. C'est 150 000 euros, 100 000 euros, on n'est jamais d'accord sur l'investisseur professionnel ou pas. Ouais, 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais, effectivement. Il y a d'abord les business angels qui rentrent, et ensuite, effectivement, il y a la phase amorçage en early stage. Et après, on grimpe de plus en plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, série A, série B, série C. Et ensuite, on est vraiment en phase plus de capital développement, le growth equity ou le LBO. Parce que là, la startup, elle devient en fait une PME. Et d'ailleurs, je vous ai indiqué, en fait, ces premières phases, c'est vraiment des phases de croissance. C'est-à-dire que on est bien d'accord, c'est des entreprises qui se créent, qui ne sont pas encore rentables. Elles créent en fait les fondements de leur activité. Et c'est là où on intervient justement pour leur donner cette impulsion. Et ensuite, petit à petit, donc elles vont rentrer en phase de profitabilité. Tout ça pour dire que il faut vraiment avoir une approche long terme. Bon, de toute manière, dans l'investissement, de manière générale, il faut avoir une approche long terme. Mais véritablement, sur ce créneau-là, il faut l'avoir parce que on suit une vision. C'est-à-dire que je vais véritablement accompagner un entrepreneur qui a une vision. Et sa vision, elle ne va pas se réaliser dans les 6 ou 12 mois
qui arrive, elle va se réaliser, il va falloir être patient et c'est un accompagnement de long terme. J'adore comment tu l'expliques. Mathieu nous demande qu'est-ce que c'est que la LBO. Alors, le LBO, si je ne me trompe pas, c'est Leverage Ouais, Buy Out. C'est du rachat avec effet de levier, en général. exactement. Voilà. C'est un rachat, en fait, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est suffisamment sexy, je dirais, pour être rachetée par un plus Un gros plus gros. grâce à la dette. Exactement. Ça te va, Mathieu, comme explication? N'hésite pas, hein. Ok, super. Après, on rentrera dans les détails, hein, s'il y a besoin. Oui, oui, oui. Là, c'est vraiment. Là, on reste sur les éléments du webinaire, mais si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir, hein. Pour ceux qui sont incubés déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour les autres, n'hésitez pas à venir vers nous, on vous donnera des éléments avec grand plaisir. Je te laisse la parole. Alors, pour continuer, en fait, dans la. Comment je sélectionne les entreprises qui me ressemblent, les entreprises à impact, quelles sont les questions qu'il va falloir que je me pose sur l'activité, sur cette fameuse vision. Donc déjà, les premières questions, elles vont déjà être relatives à l'importance du besoin. Est-ce que le marché a besoin du produit ou du service qui va être proposé par la startup? Donc, est-ce que l'entreprise, elle contribue à l'amélioration durable des conditions d'existence? Est-ce que son activité, elle répond à un besoin social, environnemental majeur? Est-ce que ce produit a la capacité de mieux répondre à un besoin fondamental? Donc, bref, évidemment, il va bien falloir faire rencontrer la demande et l'offre et la demande, enfin, et donc répondre à un besoin, qui plus est, si on veut être dans l'impact, un besoin social, environnemental. C'est vraiment les questions que se posent les investisseurs quand vous êtes en train de leur parler de votre projet, hein. Ouais. Retenez-le bien, c'est important. Oui, c'est ça. Là, je suis vraiment dans la peau de l'investisseur en venture capital. Voilà. Donc, si je dois sélectionner les entreprises, comment je le fais? Quelles sont les questions? Quels vont être mes critères de sélection? Venture capital, premier niveau d'investissement, je rappelle. Exactement. Capital risque. Vas-y. Autre question sur l'impact, évidemment, donc la contribution et l'additionnalité. Donc, est-ce que la solution a le potentiel de changer un paradigme? Et alors, c'est marrant parce que ça résonne avec ce qui s'est dit au tout début du webinaire, et notamment, c'est est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il y a un changement systémique? Là, voilà, c'est une des questions que je me pose quand je vais investir dans une start-up. Quelles vont être les opportunités de marché aussi? Je vais m'interroger aussi sur l'accessibilité. Est-ce que la solution, elle est accessible à tous et comment elle va être accessible? Une autre question elle va être relative à l'ampleur. Est-ce que la solution a un spectre ou une efficacité suffisante pour à nouveau changer la donne? Et quels vont être les indicateurs pour mesurer l'impact? Évidemment, comme on parle d'intention et de conscience, il va falloir qu'il y ait un alignement. Est-ce que les valeurs qui sont portées par l'entreprise résonnent en moi? Est-ce que la mission est en synergie avec le modèle économique? Est-ce que c'est aligné avec les intérêts stratégiques et économiques de l'entreprise? Et est-ce que c'est adopté à tous les niveaux? À nouveau, on est toujours dans cette approche holistique. Et aussi, eh bien, évidemment, la maîtrise des risques. Voilà, est-ce que l'entreprise déjà a identifié ses externalités et est-ce qu'elle les maîtrise? Et puis aussi, est-ce que l'entreprise elle-même a un risque de non-réalisation de l'impact? C'est-à-dire que est-ce que je reste à la lettre d'intention ou est-ce que vraiment je vais pouvoir réaliser mon impact? Donc ça, c'est toutes les questions que je peux me poser déjà en tant qu'investisseur. Ça concernait l'impact. Ensuite, j'ai évidemment des questions financières que je vais me poser, puisque on l'a dit dès le début, je ne suis pas dans une démarche philanthropique, je recherche bien un retour sur investissement. Donc, en quoi l'offre de la société va être compétitive et quels sont les moyens qu'elle va allouer pour réaliser son activité? Quelle va être la viabilité de l'entreprise et quels sont les indicateurs qui vont me permettre de suivre sa performance? Là, à nouveau, ça permet de recouper aussi avec la transparence et la traçabilité. Voilà, je veux savoir où je mets les pieds et je veux savoir sur le long terme, pas qu'au début. Quel est le potentiel de valorisation de l'entreprise dans le temps? C'est-à-dire, voilà, quel va être son potentiel de création de valeur et ce qui va me permettre de me dire que si j'ai mis 100 en année 1,
je vais peut-être pouvoir faire fois 5, fois 10 dans les 8 ans à venir. Donc, ce potentiel de valorisation. Et enfin, quel est le background des fondateurs? Est-ce que j'ai affaire à des entrepreneurs qui ont l'habitude de le faire ou est-ce que c'est la première fois qu'ils se lancent dans la startup? Et plus globalement, je vais aussi prendre en compte tout le capital humain. Ça peut concerner voilà, l'équipe, en fait, tout l'écosystème qui gravite autour du ou des fondateurs. Et ça va aussi concerner l'expérience, donc l'expérience sectorielle, la cohésion d'équipe, les qualifications, les soft skills, la préparation et cette fameuse vision. Et j'ai intégré aussi, parce que évidemment, comment dire, nous sommes des agents économiques, mais pas que, nous ne sommes pas si froids, et donc on fonctionne beaucoup avec l'affectif. Et je voulais vous mettre ici quelques biais cognitifs qu'on peut avoir quand on réalise un investissement, et notamment quand on fait un investissement en capital d'entreprise d'un côté et de start-up. J'en ai relevé 3. Il y a notamment le biais de similarité. Pour vous donner en fait juste des informations sur cette notion, c'est que grosso modo en fait c'est du favoritisme, c'est-à-dire que je vais aller vers quelque chose qui me ressemble naturellement et donc je vais favoriser quelque chose qui me ressemble plus que notre. Donc il peut y avoir ce biais de similarité. Il y a aussi le biais d'ancrage. Alors le biais d'ancrage, c'est un petit peu plus différent, c'est-à-dire que je vais reposer mon avis sur ma première impression ou l'idée que j'en ai, ça va être mon encre en fait. Et c'est ce point de comparaison qui va me permettre de décider. Donc c'est un biais naturel, c'est un biais de finance comportementale, et donc ça peut arriver. Et il y a effectivement aussi le biais de genre. Malheureusement, on a tendance à penser que l'entrepreneuriat, c'est plus facile quand on est un homme, qu'on a 35 ans et que culturellement, on est, on va avoir, il y a vraiment ce stéréotype en fait du genre. Et donc, il faut aussi essayer de lutter contre ces biais-là et donner la chance à des choses qui nous ressemblent peut-être un peu moins, à des femmes aussi qui peuvent avoir beaucoup d'ambition, et donc pour avoir un choix plus objectif, je dirais. Ce qui Est-ce est que toi, très tu veux réagir là-dessus, ouais, Mohamed? Ah bah, j'allais le faire avec grand plaisir. On est sur la plus-value, ce temps de 10 minutes, c'est la plus-value de notre intervention. Alors, il y en a une autre aussi qui va venir après, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, tu as offert à nos participants, le spectre global de du nombre de questions que se pose un investisseur avant de mettre des billes sur la table. Ouais. Donc lorsque vous allez avoir l'occasion de revoir ce webinaire, rappelez-vous de bien être capable de répondre à toutes les questions dans le détail, en ayant des réponses claires et non équivoques, et en vous prenant conscience que votre interlocuteur, lorsque vous allez le rencontrer, il est humain comme vous, finalement, même s'il représente un fonds ou même s'il se représente lui-même aussi, hein. Et c'est parce qu'il se représente lui-même et qu'il est humain qu'il a des biais cognitifs. Et il faut jouer de ces biais cognitifs. Alors Charlotte, je vais favoriser quelqu'un qui fait HEC parce que moi-même j'ai fait HEC. C'est en général comme ça que ça se passe malheureusement. D'ailleurs, on le voit dans le système. Mais il est possible, avec une préparation, avec des éléments très clairs, de créer justement les conditions de je te rappelle que je parle comme vous, même si je ne suis pas comme vous, et obtenir un accord, un suivi ou rien qu'un flag, c'est-à-dire un suivi de dossier, parce que vous allez faire une présentation aussi qualitative que ce que croit la personne qu'elle recevra d'un de ses alumni d'HEC. Donc ce qui est important, c'est pas de se dire: «OK, ils sont comme ça, bon, bah, c'est foutu, je vais pas y aller». Ce qui est important, c'est de se dire que maintenant vous savez exactement ce qu'ils attendent de vous. Vous savez qu'ils ont potentiellement, des points d'amélioration que sont les biais cognitifs, donc j'appelle pas ça des faiblesses, c'est des points d'amélioration, hein. Vous savez comment je fonctionne pour ceux qui ont l'habitude, et donc vous allez pouvoir, lorsque vous allez stalker les personnes que vous allez rencontrer, lorsque vous allez vous préparer sur vos entretiens, vous poser ces questions-là pour justement être le plus efficace en intervention. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant que tu aies proposé les biais cognitifs. C'est pas souvent dans les presse sur l'investissement impact qu'on parle de l'humain, de cette manière-là, et non, non, c'était très pertinent. Ouais, Merci pour eux. ça permet de rappeler qu'effectivement, voilà, on n'est pas des machines froides avec des calculs minutieux sur des Exactement. projections financières, et qu'il y a énormément de psychologie qui rentre en compte dans nos choix.
Hop. Donc, comment avoir accès au private equity et à l'investissement direct au capital d'entreprise non cotées? C'est souvent intermédiaire en fait, hein. Donc, jusqu'à présent, c'était souvent réservé aux grandes fortunes, à des family office ou à des fonds d'investissement. Voilà. Donc, c'est une classe d'actifs qui reste très confidentielle et qui délivre le plus de performances. Et donc, l'objectif, c'est quand même de démocratiser un petit peu tout ça et d'avoir une démarche plus inclusive. On a Inès qui nous remercie pour notre transparence. Ah, Inès, je ne crois pas te connaître, sache que nous fonctionnons que enfin, notre intérêt et notre intention, c'est que vous soyez un maximum au courant de ce qui se passe dans la tête de celui vers qui vous allez aller, pour que vous soyez le plus opérationnel et le plus pertinent et le plus efficace pour la réalisation de votre projet et la réalisation de vous-même d'ailleurs, hein, puisqu'un entrepreneur, c'est un humain qui se réalise, hein. On reviendra dessus plus tard. C'est hyper intéressant cette slide, je vais te laisser y aller. ouais. Il nous reste on se dit encore 5 minutes, ça tiendra ou pas? Oui, oui, Où est-ce qu'on oui. est? Super, Et après, ça laissera la place à comme quelqu'un. ça, voilà. Le profil d'investisseur, donc évidemment, comme on est sur une classe d'actifs qui est très risquée, je vous l'ai mis en fait, un niveau de risque de l'investissement sur une échelle de 1 à 7, on est évidemment au risque le plus élevé. Il y a un risque de perte totale en capital, donc on est vraiment sur un profil offensif. Et les objectifs patrimoniaux des clients, des investisseurs qui cherchent à aller justement sur ce type d'investissement, c'est de valoriser, faire fructifier un capital sur le long terme, donc toujours avec cette dimension très long terme. Évidemment, rechercher des opportunités de rentabilité élevée et surtout favoriser le financement de l'économie réelle et surtout, je me rends compte, moi, avec mes clients, de financer le Made in France. En fait, c'est vraiment de valoriser le talent français et de comment dire, de vraiment se rendre compte que le talent, il est pas qu'aux États-Unis, il n'est pas ailleurs en Europe ou en Asie. Enfin, vraiment, c'est mettre en lumière ces futures licornes françaises et pouvoir participer à l'aventure parce que ça vient nourrir un grand sentiment de fierté. Alors moi, quand j'entends le mot licorne, je réagis tout de suite parce que c'est l'objectif d'un entrepreneur, c'est, toujours d'aller le plus loin possible, d'être le plus performant, mais on peut être extrêmement performant et extrêmement épanoui sans avoir une licorne. Oui, Ça bien veut sûr. dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer une entreprise dans laquelle des investisseurs vont pouvoir venir, qu'ils soient des individus avec des business angels ou qu'ils soient des fonds. Retenez juste que, le c'est pour un investisseur, entrer dans votre projet, on est sur ce niveau-là de profil et c'est aussi pour ça que les gens sont aussi, comment dirais-je? Précautionneux lorsqu'ils prennent des informations sur votre startup Ouais, ou votre projet. ouais. Merci. Et du coup, en termes de recommandations, pour ne pas les mettre à risque sur leur patrimoine, moi je leur conseille, mais c'est de manière générale, on leur conseille d'allouer 5 à 10% de leur patrimoine hein, sur le capital investissement, puisque ça reste quand même illiquide, dans le sens où je mets l'argent et j'en ai pour 8 ans, et en plus, j'ai ce risque évident de perte en capital. Autre chose qui était intéressante, juste pardon, je te reviens juste, enfin, ça tu pas Oui, besoin de revenir bien en sûr. arrière, c'est que les horizons d'investissement pour un investisseur, un business angel, c'est, entre 8 et 10 ans. Alors vous entendez aujourd'hui que sur les term sheets, donc c'est les contrats en gros qui sont faits entre, la startup et l'investisseur, les gens peuvent demander à sortir à 3, 5, 7 et 8. Je vous invite à continuer à suivre YCube parce qu'on va faire un spécifique sur le sujet de la levée de fonds, au sens, qu'est-ce que c'est la levée de fonds? Et cetera, et cetera. Notamment avec, des acteurs comme Maël et d'autres, puisqu'on va faire aussi intervenir des avocats en droit d'affaires des affaires. L'idée, c'est vous, dans votre tête, de pas vous dire: vous allez, avoir une licorne, ça se fait il y a Gérard Louvain qui disait Gérard Louvain, c'est la Star Academy, de tête, qui disait: «Un talent un succès, explosif, un succès, d'un jour qui explose, c'est 10 ans de travail». Donc ne vous mettez pas dans la tête que vous avez l'idée du siècle et que cette idée du siècle va changer le monde et que vous allez devenir riche. Parce que si vous partez dans ce sens-là, déjà, vous êtes un petit peu loin de l'impact au sens duquel on l'a défini aujourd'hui. Néanmoins, être riche n'est pas un mal, loin de là, hein, je respecte absolument la posture et le positionnement. L'idée étant que si vous allez vers les investisseurs à impact, ils ne vont pas rechercher que de la rentabilité. Là, je vais peut-être le laisser parce que c'est les sujets qu'on amène tout de suite, maintenant, là, bientôt. Oui, oui, c'est exactement. Bah, écoute, ah, c'est juste après, C'est juste après, mais on va y mais arriver. on va voir qu'effectivement, l'investisseur à impact recherche une rentabilité élevée, mais pas que, vraiment pas que. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut parler à beaucoup de monde.
Non, là, je vous ai mis très rapidement en fait ce que j'appelle une expérience de pensée. En fait, c'est un cas illustré sur, sur une entreprise en fait, moi que j'ai proposé à l'investissement pour mes clients. Donc, je ne dis pas qui elle est, c'est simplement pour que vous ayez une idée en fait des projections financières. C'est une entreprise qui est dans le secteur de la biotech. Elle a été créée en 2005 et c'est très intéressant parce que ça recoupe avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le succès qui explose, c'est effectivement 10 ans de travail en amont. Et donc, voilà, création en 2005, elle s'est déployée dans 14 pays. Donc, il a fallu voilà, qu'il y ait vraiment tout ce travail hein, pour déployer l'activité. Et vous voyez, le premier tour de table, eh bien, il était à 5 millions. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est valorisée à 155 millions. Il y a une valorisation externe qui a été faite, c'est-à-dire en fait à travers des cabinets d'audit, hein, des grands cabinets d'audit externes, qui eux la valorisent plutôt à 412 millions, donc c'est quand même très prometteur. Et de voir surtout en fait la projection sur 2022, 2024 et plus loin encore, où là il y a un énorme potentiel de création de valeur. Et en plus, là pour le coup, on est véritablement dans l'impact parce que c'est une entreprise de biotech dans la santé connectée et donc qui va faire Donc, du donc, bien à je, beaucoup de monde. donc, je vais juste reformuler ce que tu viens de dire. Donc là, les chiffres jusqu'à 2000, jusqu'à valorisation externe, c'est des chiffres réels. Et Oui, ensuite, c'est les projections qui sont faites par les cabinets externes de la valorisation de la boîte. exactement. Voilà. Donc ça veut dire que, et c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, hein, et ce que j'ai repris, ce cher Gérard Louvain avait vraiment raison, c'est celui qui est rentré à 5 millions, il a peut-être fait un x3 entre le premier niveau et le deuxième niveau, Ouais, mais je ne fais pas le calcul avec les 2,6 milliards. S'il reste 10 ans, c'est là où il va faire la rentabilité, et c'est là où surtout il va avoir un retour sur des vrais indicateurs d'impact, puisqu'on ne va pas évaluer l'impact au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on va l'évaluer au bout de 10 ans, en fait, fondamentalement. Même si on l'évalue toutes les années, et les critères ESG, tout ça, ce qui a été dit, c'est il y a rien valable. à redire dessus, c'est absolument valable. Et là, il y a un moment, quand vous allez observer le chemin que vous avez fait, vous n'allez pas l'observer. On peut l'observer à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, et à 10 ans, c'est beaucoup plus clair. On voit Complètement. vous Il y a voyez la courbe énormément de recul. exponentielle. Ouais. Il y a un recul qui est beaucoup plus important. Il y a 10 ans, on verra effectivement que cette entreprise, elle a bel et bien œuvré pour l'intérêt général dans la santé connectée et on saura dire, bah, elle a peut-être sauvé tant de vies, elle a amélioré tel. Enfin, donc c'est vrai qu'il faut. Ça demande du temps. Ouais. Mais de toute manière, c'est là aussi où l'investissement porte ses fruits. C'est sur une vision long terme. C'est le court terme, en fait, hein, qui crée les crises économiques, les crises sociales, les crises, comment dire, métaphysiques, je dirais même plus spirituelles. C'est parce qu'on réfléchit court terme et qu'on est des éternels insatisfaits, alors que finalement, il faut adopter une sorte de contentement. Je dirais. Absolument, absolument. Hop, Je te propose qu'on passe au club. Ah non, ouais. vas-y, vas-y, à savoir, c'est important. Oui, c'est C'est important, c'est important. juste, Non, je non, c'est important. rappelle quand même, parce que c'est important, moi, vis-à-vis de mon métier et qui est très réglementé, c'est de rappeler quand même les risques. Hein. Je le redis, il y a vraiment un risque de perte en capital, il y a une absence de liquidité des titres, hein, c'est-à-dire je ne sors pas quand je veux, je ne suis pas sur les marchés réglementés, il n'y a pas de cotation quotidienne. Donc, je dois m'adapter à la temporalité de l'entreprise. Et donc, c'est minimum 5 ans d'horizon d'investissement et ça dépend en fait de la cession de mes titres ou de l'introduction en bourse ou de la cession industrielle ou commerciale. Bref, donc il faut quand même que je m'adapte aux événements de l'entreprise. Et donc, j'ai pas cette liquidité imminente. Et enfin, il y a un risque évidemment de gestion, ce qu'on appelle de gestion discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est sur la sélection des entreprises. C'est-à-dire que là, à nouveau, eh bien, nous ne sommes que des humains et donc l'erreur peut arriver et donc on peut tomber sur le chat noir. L'objectif tout de même, c'est de faire une bonne sélection et d'éviter ces fameux chats noirs. Tu me disais, Mohamed, que sur 10 entreprises, 8 Il y en a 8 qui périclitent. Sur 10 startups sur 10 startups en qui fait, se créent, voilà, il y en a 8 en fait, qui tombent dans la vallée de la mort, je c'est ça. dirais, en l'espace de 2 ans. Bah, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher les deux, les deux qui tiennent. Ou c'est de transformer 8 qui réussissent et 2 qui ratent. Ce que je trouve intéressant juste avant le club, et on passera au Q&A dans 2 minutes. Ouais. Juste avant le club, tu peux revenir juste sur la slide d'avant, puisque je ne maîtrise pas les termes. Risque lié à la gestion discrétionnaire. Ce que je trouve très intéressant, c'est aussi de dire, c'est pas forcément le chat noir sur lequel je vais investir, en sachant que quand vous investissez dans une startup ou un investisseur vient chez vous, il y a le pacte d'associés dont on parlera lors d'un prochain webinaire qui bloque les gens pendant 5 ans.
Donc ils savent a priori qu'ils sortent pas avant 5 ans, sauf, décision statutaire en amont, enfin, sauf négociation dans les term sheets et cetera et cetera. Donc dites-vous bien aujourd'hui que si vous allez chercher des investisseurs, il faut qu'ils aient dans leur tête que ils investissent pas pour sortir dans 3 ans. C'est minimum 5 et en 5 ans, il peut se passer des choses. Ceux qui sont rentrés en 2018 sur des startups et qui se sont retrouvés sur la levée de fonds en seed en 2020 avec le Covid-19, en plein dans la figure, ils ont périclité ou ils n'existent plus parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir les fonds nécessaires pour exister. Ça ne veut pas dire que c'était le chat noir, hein. Là, c'est des causes environnementales, on peut rien y faire. Complètement, oui, tu as raison. Donc Il y a des facteurs exogènes. exactement. Donc il faut se dire que, demain, si vous devenez investisseur, et on va vous parler du club tout de suite, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, de fait, c'est plus qu'un jeu, il y a une perte de capital qui est extrêmement risquée, hein. Le profil, c'est niveau 7, hein. On disait, Oui, hein, sur le risque, c'est le niveau maximum, mais en revanche, les niveaux de gains sont aussi maximisés sur le long terme, du coup, en complètement. fonction toujours du choix et c'est à la gestion c'est le risque, il est lié à la gestion discrétionnaire, voilà. On passe au Complètement. club, et puis après, ouais, on essaye de faire ça vite fait. Du coup, on fera juste, alors, Mmh. Le voilà, profil du coup, d'investisseur. ouais, le profil d'investisseur. Alors, ce que je propose, c'est que peut-être qu'on refasse on se fera on va passer ça, on va leur faire une petite vidéo en mode story, sur LinkedIn. En Ouais. fait, l'intention aujourd'hui, c'est aussi, YCube, c'est un écosystème d'accompagnement. On va faire simple, c'est un incubateur, enfin, très, très simplifié, mais c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et l'incubateur aujourd'hui, dispose d'une quinzaine, on est très fiers, ça fait 3 mois qu'on existe et on accompagne 15 super projets, mais alors vraiment des projets de qualité et je suis très fier des gens qui nous ont rejoints, qui partagent nos valeurs, qui partagent, notre vision de la création de valeur ajoutée et de la création d'impact. Et donc on a décidé avec, Lucas, ouais, tu vas rougir. On a décidé avec Marie et avec Maël, notre advisor en investissement, de développer un club YCube X en privé qui permettra à des investisseurs, peut-être ici présents maintenant, ou en tout cas ceux que j'ai déjà sollicités, ils sont hyper intéressés et on en aura d'autres certainement, puisqu'on communique pour la première fois. Vous êtes en mode teaser là, enfin c'est même pas le teaser, c'est la première annonce Oui. de la création du club. On a créé ce club parce que pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la transparence. Notre volonté et notre envie, c'est de pouvoir enfin créer des rapports entre les investisseurs et les startups en ayant et en valorisant un maximum la transparence telle qu'elle est aujourd'hui dans l'incubateur. Je vous laisse, pour ceux qui sont avec nous, alors Lucas et Marie se font des bisous sur le chat. Pour ceux qui sont avec nous, je vous laisserai, partager un peu votre expérience peut-être sur le chat pour les autres. Mais l'idée, c'est véritablement de vous mettre en face des investisseurs qu'on sélectionnera avec Marie, Maël et moi. Et ces investisseurs-là rentreront sur différents niveaux d'accompagnement, pour pouvoir, bah, dès, le deuxième semestre 2021, on le souhaite fortement, commencer à investir dans les startups qu'on accompagne. Oui, parce que YCube est un écosystème, que dans cet écosystème, il y a des humains comme Maël, comme moi, comme Marie et bien d'autres. Hélène qui est avec nous, que je profite de saluer, heu, qui est avec nous aussi, qui est advisor en finance. Le sujet et les autres, je ne les vois pas parce que j'ai l'écran, je ne peux pas tout avoir sur l'écran, mais je vous salue, et je suis très content que vous soyez avec nous. L'idée, c'est vraiment de mettre en mouvement ce qu'on vous a raconté avant et de créer un lieu dans lequel tout ce qu'on dit, on va le faire et dans lequel vous allez rencontrer des humains, des investisseurs, qu'ils soient professionnels ou non, qui ont la capacité de venir sur des projets qui sont, ceux qui sont accompagnés par YCube, pour les faire grandir le plus rapidement possible. Donc pour la petite info, peut-être que tu as un petit mot à dire là-dessus, Maël, du coup? Parce que c'est un travail qui est fait entre YCube et en privé, hein. C'est pas YCube tout seul qui avance. C'est grâce à Maël, grâce à ses compétences, grâce au travail qu'on va faire ensemble, qu'on va pouvoir développer ça et à Marie aussi, hein. Alors je la vois pas, mais je pense qu'elle est quelque part dans le groupe. Voilà, est-ce que tu veux nous donner un petit mot sur ta vision du club peut-être? Alors, bah, en fait, l'objectif, moi, je fais le constat dans mon activité professionnelle, c'est que j'ai des clients qui me ressemblent, c'est-à-dire que de la même génération, qui cherchent justement à avoir plus d'engagement et qui a bien conscience que son argent, que leur argent peut être un levier de transformation réellement. Et en fait, souvent, il y a de la frustration de dire oui, mais moi, je vois des startups, je sens qu'elles montent ou je sens que ça va être, qu'il va y avoir un potentiel énorme. Je ne sais pas comment rejoindre l'aventure. Mais à nouveau, l'aventure, c'est ce qui avait été dit aussi au tout début de ce live, c'est l'investissement, c'est de l'argent, c'est du temps aussi. Comment donner de l'argent et du temps à une entreprise en fait
qui va résonner avec mes convictions, avec mon intention et où j'ai vraiment envie de m'impliquer. Et donc, je pense, voilà, c'est aussi, ça va être l'essence de ce club, de pouvoir ouvrir la porte, vous mettre sur le chemin de l'engagement aux côtés d'entreprises, d'entrepreneurs qui, eux, veulent vraiment agir avec impact sur le système actuel. Et donc, et c'est la raison pour laquelle, justement, on a fait différentes tranches, différents niveaux d'accompagnement, comme tu disais, Mohamed, et pour que ça soit suffisamment accessible. Et puis, en fait, voilà, pour vous immerger dans cet écosystème d'impact avec ces entrepreneurs, avec des advisors euh, professionnels où vous serez accompagnés et au moins que vous sachiez où vous mettez les pieds avec beaucoup de transparence. Je sais que la slide suivante, c'est des suggestions. Ce que je te propose, c'est d'arrêter le partage. Je vous propose de rallumer vous rallumez vos caméras, on passe à la phase de questions-réponses. On a un petit peu de retard, mais on se le permet du coup, donc n'hésitez pas à allumer vos caméras. Je vais répondre à Charlotte. Le club YCube X en privé, effectivement, c'est la dernière brique qui manquait à cet écosystème holistique, c'était de pouvoir avoir dans notre univers des gens qui partagent notre vision, notre mission, notre ambition et qui ont envie d'aider des projets tels que le tien, tels que celui de Lucas. J'ai vu Victoire passer tout à l'heure, il y en a certainement d'autres qui sont là, j'ai pas vu tout le monde. Mathieu d'ailleurs, merci Mathieu d'être avec nous. Je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment, donc je suis ravi que tu sois là. C'est de permettre justement à nos incubés de pouvoir avoir accès à des fonds de manière extrêmement simple et dans un cadre qui soit le plus confortable possible. Vous voyez, on a passé 1 heure et demie à vous expliquer comment réfléchissait un investisseur à impact, quel est son fonctionnement, quel est son intérêt, qu'est-ce qu'il cherche. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps et on refera certainement un deuxième webinaire sur la suite, sur le profil de l'investisseur impact pour rentrer vraiment dans les détails de qui il est et ce qui le motive et ce qui le fait se lever chaque matin. Donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, il y a un club, on a un écosystème, on a un club, on met en face dans les événements des business angels avec des projets. Tout le monde est aligné, il n'y a pas besoin de se poser la question de ce qu'il va y avoir, des term sheets qui vont être à négocier dans tous les sens. Enfin, bref, on en reparlera lors d'un prochain webinaire. Et, voilà, je pense que je suis assez clair. Après, vous pouvez me poser des questions. Alors, j'ai vu qu'Hélène me posait la question, est-il accessible à des entrepreneurs non incubés? C'est une question qu'on se pose pour l'instant, on le réserve aux incubés. Après, si demain, on a des gens qui nous demandent beaucoup d'investissement et qu'on n'a pas suffisamment de projets, on vient d'être créé, hein, on a 15 startups qui sont avec nous, qui sont de très belles startups et qui sont primo accédantes de toute façon, quoi qu'il se passe à ces angels-là. Si demain, effectivement, il y a des projets qui souhaitent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Je vous propose de nous poser quelques questions. On se prend 5 petites minutes sur la Ouais. phase de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des suggestions peut-être aussi, des attentes qu'est-ce qui... Marie, tu voulais annoncer quelque chose aussi, je crois qu'on avait... T'es avec nous, Marie? Oui, ouais, j'ai une Vas-y. connexion qui est Ouais, pas je me dingue. doutais. Je m'en doutais. Vas-y. Donc j'ai craché la caméra. On a prévu au mois de mars en fait un premier événement avec en privé. Le but étant de faire matcher et rencontrer justement des investisseurs et les startups qu'on accompagne. Donc c'est vrai qu'on peut rebondir aussi sur la question qui a été posée. Est-ce qu'il y aura aussi des startups qu'on n'accompagne pas? C'est une question qui reste en suspens et qu'on a besoin de traiter et d'évoquer avec Maël et Mohamed. Mais en tout cas, en mars, restez connectés. Il y aura ce premier événement-là de mise en relation et on est en train de travailler dessus d'arrache-pied. Alors, par mars, j'ai écrit trop tôt mars, c'est pas début mars, ça va être fin mars. C'est fin Parce qu'on mars. on est en recrutement. C'est bien fin mars, hein. C'est pas début mars. Et l'idée, c'est de... On a 4 angels qui nous suivent pour l'instant. L'idée, c'est d'en avoir une quinzaine aussi, hein, pareil, d'ici à moi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 3 petites minutes. La parole est à vous. On vous donne la parole. Oui, vas-y, Matt. Salut. Salut. Et bonjour à tous et merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant. Donc, c'est plus une réflexion plutôt qu'une question. On a eu le point de vue des investisseurs. Et moi, évidemment, je me place du point de vue de la start-up. Et on parlait de matching entre l'investisseur et le projet start-up.
comment est-ce que nous, derrière, effectivement, on peut se mettre en conformité presque avec ces attentes-là? Parce que maintenant, le travail va être d'essayer évidemment de matcher avec ces attentes, avec ces critères. Est-ce qu'on a la possibilité dès maintenant? Alors évidemment, ça dépend des projets, ça dépend des stades d'avancement de chaque projet. Mais en fait, c'est plus une réflexion de se dire maintenant, effectivement, il va falloir, maintenant qu'on sait ce qu'attendent les investisseurs, il va falloir que côté startup, on s'aligne avec cette vision-là. Donc, Alors, est-ce que bien sûr. est-ce Alors, qu'il y a un vrai enjeu là-dessus? Est-ce que ça se fait effectivement au fur et à mesure? Est-ce que voilà, enfin, c'est plus pour lancer la réflexion de se mettre du côté startup et de se dire que on va devoir s'aligner avec tout ça. alors, merci pour cette. Alors, ça me permet de dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, euh, l'intention de créer ce club dans l'incubateur, c'est aussi de faciliter pour les startups qui sont avec nous lors de l'accompagnement, d'intégrer dans le travail qu'on leur donne à faire toutes ces réflexions-là, mais de manière invisible. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire là, on va faire que de la gouvernance, on va faire du social. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, on va atteindre l'objectif en travaillant un certain nombre d'éléments. Et nous, tout au long de ce suivi, notre rôle avec Marie et Maëlle, c'est de veiller à ce que lorsque on est sur des critères, enfin, de toute façon, on va y aller, on est que sur des startups à impact. Je rappelle que notre parrain officiel est Noël Boza, qu'on est le premier incubateur qui déploie et qui met à disposition un outil d'impact sur lequel vous allez d'ailleurs tous être onboardés d'ici le début du mois de février, qui s'appelle Zei, qui est mis à disposition de toutes les startups parce qu'il faut mettre en avant vos engagements sociaux, environnementaux et vos engagements de gouvernance. Et le sujet, pour répondre à ta question, c'est, t'as pas besoin, enfin, si tu veux, tu n'as pas besoin d'y réfléchir puisque tu es accompagné justement sur le sujet en globalité. En revanche, pour ceux qui ne sont pas avec nous, effectivement, dans leur réflexion, quand ils sont en train de travailler sur différents sujets, l'idée, c'est de dire, OK, je suis en train de bosser sur ma gouvernance. Est-ce que ma gouvernance, elle est inclusive? Est-ce que je réalise je respecte un certain nombre de points qui vont me permettre d'aller chercher des investisseurs qui correspondent au profil que je cherche moi à avoir. Mais ça, nous, c'est notre travail en bac. C'est, et c'est un travail qu'on va faire de manière commune. Donc oui, oui et oui. C'est peut-être certainement d'ailleurs pour ça que votre projet nous a choisis, mon cher ami. Nickel. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je suis désolé, je parle un peu du nez, je suis un peu malade, mais d'ailleurs, je me suis mouché tout à l'heure, j'ai vu que tu t'étais marré, Maëlle, c'était trop drôle. D'autres questions? Lydia, peut-être? Merci pour tes interventions, c'était nickel. Charlotte, Eric, des questions peut-être? Juan Cruz, cher ami, t'es avec nous? Non? Ouais, il doit être occupé. Bah, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est de clôturer notre échange. Je voudrais remercier l'ensemble des participants. Nous avons été jusqu'à presque 28 au point culminant. Donc, on est sur un taux de participation et d'engagement qui est assez haut depuis le début. On est aux alentours de 50-60% des inscrits, ce qui n'est pas courant. Donc, merci beaucoup pour vos engagements, votre présence, votre participation. Vous savez où nous trouver. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas à la page YCube by My Sensei Coach. Pour les autres, vous avez notre nom, vous avez notre prénom, vous avez notre adresse. Venez nous chercher, venez échanger avec nous, venez participer à si jamais les valeurs qu'on vous présente vous parlent, venez participer à cette aventure sur laquelle se lancent tous les humains qui nous font confiance. Et nous, on est fiers et heureux de pouvoir aujourd'hui ajouter la dernière brique qui nous manquait avec Maëlle, que je remercie encore infiniment pour sa présentation. C'était topissime, ma chère amie, comme toujours. La présentation sera toujours disponible dans la vidéothèque. On a un petit peu de retard, mais ce sera dispo dans la vidéothèque de YCube. Et puis pour ceux qui ont participé, qui nous ont laissé nos mails, ils recevront le replay, bien sûr, avec grand plaisir. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Bonne année et meilleurs vœux à tous, si on ne s'était pas vu avant. Et puis je vous dis à très très bientôt dans notre écosystème. Merci encore pour votre Merci. participation. Merci à vous. Merci. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir.